Voilà, donc en fait bon, voilà, peut-être effectivement par rapport à ton introduction, effectivement l'évolution importante de la formation ou des formations à l'université, ça a été, je dirais après, au-delà de la professionnalisation, la logique de l'insertion. Donc en fait, est-ce qu'on veut faire de l'université un lieu d'insertion professionnelle ou est-ce qu'il fallait rester simplement dans la formation à la recherche des doctorats, des futurs professeurs, ou dans la formation, j'allais dire c'est un mauvais mot, mais je n'en ai pas trouvé d'autre, un peu d'ordre de culture générale, hein, où effectivement en histoire, en humanité, où là effectivement on forme des professeurs aussi, et puis des gens pouvaient venir parce que ils ont un goût pour ces matières, etc. Mais pour lesquels la professionnalisation et l'insertion, il faut le dire parce que personne ne le dit, n'est pas le sujet. C'est-à-dire que moi je le vois bien avec Paris 1, il y a beaucoup de disciplines où les gens font des études supérieures et n'ont pas de travail dans les études supérieures qu'ils font, parce qu'il y a trop peu de postes, ils ne souhaitent pas devenir enseignants, etc. Et donc on a beaucoup de gens qui sont parfois en échec et parfois sans emploi dans la matière qu'ils ont étudiée ou la discipline qu'ils ont étudiée. Bon, je ne parlais pas de ça, c'est un constat. Après, donc, effectivement, cette professionnalisation, hein, c'est pas juste pour dire qu'on fait de la professionnalisation, mais c'était pour l'insertion. Donc, d'ailleurs, la DGSIP a évolué, hein, Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, et de l'insertion professionnelle est arrivée plus tard. Donc, il y a eu une mission d'insertion, on accueille tout le monde, ou beaucoup de monde à l'université, mais on doit aussi les insérer. Donc, les échecs, etc., c'est un sujet qui a été abordé. Alors, pourquoi ça a été tardif ? Parce que quand on a vu, il y a 200 ans, 300, je crois, fin des années du 18e, au début du 19e, on a vu des créations d'écoles arriver, les écoles d'ingé, puis les premières écoles de commerce. J'ai un peu regardé quel a été l'argument. L'argument, c'est que les formations n'étaient pas adaptées à la professionnalisation et aux attentes des entreprises, de l'État même. Donc dès voilà, la fin du 18e, début du 19e, date où on a créé ces grandes écoles, pas que dans le domaine du commerce, mais dans le domaine aussi de l'ingénierie, l'argument, ça a été leur inadaptation à tout ça. Et puis, c'est parti comme ça, donc ce système dual s'est constitué, jusqu'à ce que quelques-uns se rendent compte que c'était embêtant quand même qu'on crée un système dual, et celui qui s'en est rendu compte, c'est le créateur des IAE, Gaston Berger, directeur général de l'enseignement supérieur à l'époque, en 1956, qui fait un voyage aux États-Unis et qui revient avec dans sa musette les INSA et les IAE. Et donc il dit, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on professionnalise les gens, et ça se fait aussi à l'université, notamment aux États-Unis, notamment à Harvard. Donc, les IAE, c'est le modèle d'Harvard répliqué dans les universités, sauf que la particularité française, c'est que c'est sans moyens. Voilà. Donc on trace un contour. Donc tous les profs de droit, d'économie, il n'y avait pas encore la gestion, qu'il faut parler un peu de l'entreprise. On trace un cercle autour, on dit vous êtes à l'IAE. Voilà. Donc pas de poste en particulier, etc. Donc ça part comme ça. Bon, ça part pas très bien pour la discipline gestion qui n'existe pas encore. Et donc quelques années après, vous avez les IUT en 1966. Toujours dans cette idée de professionnalisation. Enfin, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, la professionnalisation, c'est aussi à l'université. Il n'y a pas de raison que ce soit que des écoles qui fassent de la professionnalisation. On ne parlait pas de privé lucratif, etc. Donc, il y avait des systèmes d'écoles appartenant à d'autres ministères, soit les écoles consulaires de commerce, hein, aux chambres de commerce. Donc, on n'était pas dans le public, on n'était pas très loin non plus, parce que ce n'était pas des lieux vraiment lucratifs. La réforme LMD a entériné cette idée de professionnalisation. Je me souviens, je suis devenu professeur à l'année de la LMD, et je me souviens mon président de l'université qui me disait, Lamarck, il faut mettre en œuvre ce truc-là, c'est Bologne, c'est machin, c'est l'Europe, enfin bon, on explique tout ça, mais l'idée c'est la professionnalisation. Donc on fait moins de théorie, et il faut faire des trucs pratiques. Je me souviens encore les réactions des premiers étudiants en disant, mais moi je veux faire la théorie. Je suis désolé, si vous voulez faire un master à l'université, non, vous allez faire du professionnel, on fait rentrer les professionnels dans la formation, etc. Et on est allé jusqu'à faire des masters pro, à faire quasiment disparaître les masters recherche, etc. Donc, la seule chose qui reste un peu,
je pense, c'est cette idée qu'aujourd'hui, si on fait des masters professionnels, il faut, en back-office, je dirais, la recherche qui soit sur ces sujets aussi. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de trouver un équilibre entre la recherche et la formation. Et aujourd'hui, si vous présentez des programmes Master Pro sans recherche associée, c'est dur. Le HERS qui va peut-être disparaître, mais en tout cas, c'était dur d'avoir des habilitations. Ce n'est pas une recherche. Ce que moi, personnellement, je trouve très bien. Hein. OK pour la professionnalisation, mais s'il y a une base de recherche et de travail qui soit un peu sérieuse en amont pour dire des choses qui sont un peu valables. Alors, qu'est-ce qui se passe c'est quoi le résultat rapidement de ces années d'évolution? Ben, on a un système dual, hein, début des années 2000, hein, on a un système dual. Les écoles de commerce ont une très forte réputation, les écoles d'ingénieurs ont une très forte réputation, voilà, parce qu'elles ont fait ce qu'il fallait dans la professionnalisation. Les classes prépa, c'est l'endroit par lequel il faut passer. Et les entreprises sont très contentes, pour ce qui est des formations de gestion et d'autres, hein, sont très contentes de ça. Moi, je me souviens, en 97, première responsabilité, je suis directeur d'une maîtrise de gestion à Lyon-Tours après ma thèse. Je vois les offres d'emploi, zéro référence à l'université sur les offres d'emploi. Donc, école, machin, etc. Zéro offre d'emploi. Bon, c'est quand même... Je dirige une maîtrise de gestion, je débarque, zéro offre d'emploi. Problème. Et quand on regarde les rémunérations, moi j'étais sorti des ESS, à l'époque, les amis qui étaient avec moi en maîtrise de gestion, ils gagnaient 30% de moins en moyenne que les diplômés d'école, avec des compétences que je peinais à différentes de compétences que je peinais à avoir. Donc, mon épouse, que je trouvais à l'université avec moi en promo, ses premiers emplois, c'est 6 à 9 mois de recherche, parce qu'elle a fait l'université, et c'est vers 30% de salaire en moins. Donc, et même quand on est dans une boîte où il y a aussi des gens diplômés d'école, et encore aujourd'hui, vous avez des écarts de rémunération de 20% sur les alternants entre ceux qui ont fait une école et ceux qui ont fait l'université. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc ça, c'est le constat. Après, pourquoi on en arrive à ça? Encore une fois, pour voir le problème d'aujourd'hui, si vous voulez. Hein. En fait, on a assisté à partir du début des années 2000 à la convergence des deux systèmes. Pas les ingés qui étaient déjà avec de la recherche, etc., mais côté école de commerce, et sous la pression internationale, hein, on parlait de la mise en perspective internationale, sous la pression internationale, eh bien, il y a eu ces accréditations internationales pour les écoles de commerce, et quand on a regardé les contenus de ces systèmes d'accréditation, il y avait de la recherche. Donc ces écoles qui ne faisaient absolument pas de recherche, éventuellement des livres de professionnels, un peu de réflexion, mais qui ne faisaient absolument pas de recherche, se sont mis à dire, ah bon, mais il faut qu'on ait ces accréditations internationales pour rester attractif, donc il faut qu'on constitue des labos de recherche. Donc on a constitué des labos de recherche en gestion, donc c'était des vrais labos, hein, c'était pas des édulcorés, etc. Donc ils ont mis beaucoup d'argent sur la table pour recruter des gens à l'international, pour recruter des gens, les meilleurs doctorants de l'université, et donc voilà, ça a augmenté le coût de façon importante, et donc en parallèle de cette convergence, ils ont augmenté énormément les effectifs parce que ça passait plus en termes de coûts. Donc il fallait avoir beaucoup de masters, et puis il a fallu avoir des bachelors, des licences, parce que financièrement, le modèle ne tenait plus. Et donc face à la démultiplication de ces offres, face à la démultiplication des bachelors, eh bien la CFE a déjà été créée, donc appelée la commission LFR. Moi j'en ai été membre pendant 4 ou 5 ans. Et on a dit il faut des visas, des grades en fonction de la qualité de la recherche, de la qualité du corps professoral. On voit les accréditations, donc c'est évidemment un signal positif. Et donc, cette labellisation a commencé au milieu des années 2000 par la CEFDG qui était contrôlée et qui est toujours contrôlée, mais j'ai appris qu'elle allait passer sous contrôle HERS ce matin. Donc, et si le HERS existe toujours, c'est une grosse évolution. Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais des bruits sont insistants et convergents, et donc cette CFDG est venue dans le circuit pour légitimer. Donc le public a donné une habilitation au privé. Donc en fait, quand on nous dit qu'est-ce que l'État fait pas spécialement des choses pour le privé, bien sûr que si. Déjà, un diplôme d'établissement devient un grade de master. Merci monsieur, ma seule différenciation que je pouvais avoir,
on la file gratos. Moi, je suis un peu financier, donc je vous dirais sur vous, ça donc gratuit, c'est gratuit, sans compensation, sans rien, je file ça au privé. Bon, très bien. Tant que c'est HEC, les SEC, les grosses écoles, on se dit que c'est pas si choquant que ça. Et quand on va vers le bas du classement, on se dit quand même quoi. Voilà. Et puis donc voilà, donc donc ça c'est ce qu'ont fait les écoles. Donc les écoles se rapprochent du modèle universitaire et les IAE, sous cette poussée professionnalisation, qui avait plus de recherche de base de toute façon que les écoles, on dit on fait de la professionnalisation. Donc les deux systèmes convergent. Vous voyez, donc aujourd'hui entre un IAE et une école, on va dire, de bon niveau, il n'y a pas une grande différence finalement. Il y en a parce que public, régime réglementaire, etc. Mais sur la structure et sur le contenu, il n'y a pas, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas expert ne voit pas, si ce n'est qu'il y a l'université et il y a le secteur privé, mais il y a de la recherche dans les deux. Les gens disent, oui, mais vos collègues de droit me disent, il n'y a pas de recherche dans ces écoles. Non, si, il y a de la recherche. Détrompez-vous. Et ils ont investi beaucoup, et ils sont allés acheter des mercenaires qui sont jamais là et qui publient sous le nom du truc, qu'ils ont payé 200, 300 000 euros. Non, non. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir des listes de publics qui tiennent super la route, et que nous, on ne pourra jamais se payer. C'est comme l'équipe de foot, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez 200 millions pour faire une business school, vous êtes top 10 mondial. Hein. Je veux dire, vous avez 10 millions, vous êtes rien du tout. C'est un système très, très classique hein, d'équipe sportive, quoi, d'équipe professionnelle. Donc, ça a plutôt bien marché. Et donc, moi, en 2015, je commence je vais être directeur de l'IE de Paris. On me demande d'être président du réseau. Je fais un constat. On est largement à égalité, pas de réputation, mais si on regarde les taux d'insertion, si on regarde les niveaux de salaire, donc on a comblé le retard de 20 ans avant, quoi, c'est-à-dire plus d'écart de salaire à l'embauche. Chez les alternants, ça dure encore, mais après qu'ils ont vu les alternants travailler, il n'y a pas raison qu'on les paie moins que ceux des écoles, hein, parce que même au contraire, je pense qu'ils commencent à douter un peu. Taux d'insertion, niveau de rémunération identique, taux d'insertion identique, on n'est pas meilleur, mais aujourd'hui, on ne peut plus nous dire qu'on est moins payé ou qu'on met plus de temps à trouver un travail. Donc tout ça, c'est réglé. Et puis, il y a même des facs qui s'en sortent très bien, les grosses facs, Dauphine, de parieurs en termes d'attractivité, etc. Même si c'est moins bien organisé peut-être qu'un IAE, c'est très attractif, beaucoup de candidats. Donc, on a une échelle publique entre toute l'échelle publique et l'échelle privée qui est à peu près en face, peut-être un peu décalée des 3-4 premières parisiennes, mais globalement, donc moi, le discours que je tiens en démarrant ma présidence du réseau, c'est, OK, si vous voulez faire le top 3, top 4, sans doute qu'il y a une réputation, une visibilité un peu forte, mais en dessous, franchement, c'est pas la peine d'aller payer des écoles de la 5e à la 20e place 10 à 15 000 euros par an, parce que, franchement, sur le contenu, vous avez aussi bien dans le secteur privé. Bon, ça, je trouve que c'est un bon résultat. Les collègues se sont mobilisés. Moi, je me souviens, 20 ans avant, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Il n'y a pas de raison qu'on soit dévalorisé comme ça. Donc, il y a toute une génération, ma génération, qui se dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on soit dévalorisé comme ça. Puis, on a fini par convaincre les gens de rester. On a déployé le réseau des IAE, etc. Donc, on a tout fait pour garder les gens dans le système et qu'ils ne partent pas vers le système facultaire, lui, il était un peu moins valorisé. Certains syndicats étudiants venaient me voir, mais pourquoi la fac d'éco ne fait pas ça? Pourquoi? Écoutez, moi je sais pas, nous. Alors, c'est vrai qu'on a appris des choses de ce secteur-là, du secteur privé, sur l'international, sur l'animation de la vie étudiante. Des choses qui étaient moins faites chez nous, on a dit, ça, c'est quand même la vie des étudiants, il faut pas que ce soit juste des examens, ultra durs, etc. Donc on a pris quelques éléments, on n'en a pas pris d'autres parce qu'on pensait que... Voilà, donc on n'a pas fait noter les étudiants par des étudiants, on n'a pas mis la moitié du diplôme avec un mémoire de stage, on n'a pas mis l'activité associative avec des points ECTS, voilà, donc on a dit ça existe, mais vous le faites en plus, mais on en tient compte, mais c'est pas aussi valorisé. Donc on a trouvé un système un peu hybride où on a récupéré ce qui nous paraissait pas mal de leur façon de faire, mais en gardant, je pense, notre ADN universitaire. Donc, globalement, quand j'arrive ça, moi, je cartonne un peu sur la com, je dis, franchement, c'est aussi bien chez nous, et c'est vachement moins cher. Et donc, ce système gagne. On n'en parle pas trop. La conférence des doyens de droit a attendu l'année dernière pour faire une première déclaration sur l'offre privée
alors qu'elle n'en avait jamais fait. Moi, c'est pas fini, il va y en avoir une cette semaine. Mes collègues de Bordeaux, j'étais à poste à Bordeaux jusqu'à très récemment, ils étaient actifs dans cette commission. Je leur ai dit, ouais, mais c'est des trucs, c'est naze, on n'est pas concerné, etc. Je dis, pour le moment, on n'est pas concerné, mais donc voilà, il a fallu un peu moins de 10 ans pour que ça arrive, mais là, on y est pareil. On y est pareil, et ça se fera sur la différence, comment les gens sont traités, accueillis, la qualité des locaux. Ça ne sera pas sur le contenu. Il ne faut pas croire que parce qu'on a un contenu a priori meilleur, les gens vont venir. Donc on a ce système, le système facultaire qui jusqu'à le milieu des années 2010 était un peu moins valorisé. Il y avait quelques masters dans certains endroits qui étaient l'épingle du jeu pour avoir de la gestion. Hein. Parce qu'en fait, le vrai débat, c'est que les matières non concurrencées, la médecine, le droit, la biologie, etc., les disciplines non concurrencées, on n'est pas aiguillonné, on n'est pas... Voilà, on déroule notre truc, on pense faire ce qui est bien, etc. Nous, parfois, la rue en face, vous avez l'école. Vous avez l'école, et l'école vient dehors dire « venez chez nous, c'est super ». Donc, à un moment donné, ça crispe un peu. Quoi. Ça crispe un peu. Donc, la période récente, c'est la période qui a été tendue. Moi, je trouve que j'étais président des IAE largement pendant cette période-là. J'ai été à la CEFDG. Qu'est-ce qui a été catastrophique pour moi Catastrophique, la loi Pécresse. Parce qu'on a parlé d'autonomie de l'université. Quand il y a 90% du budget qui vient de l'État, c'est une autonomie de façade. Donc, parler d'autonomie était stupide. Les universités ne sont pas autonomes tant qu'elles sont financées. On leur délègue des compétences, éventuellement, mais qu'on ne parle pas d'autonomie. La loi Fioraso, qui a revu les compositions des conseils centraux et, sur une bonne intention de donner plus de place peut-être aux étudiants, fait que dans certaines universités, c'est même eux qui dirigent la façon dont ils sont évalués. C'est quand même, en termes de gouvernance, un peu particulier. Quoi. Quand même, c'est eux-mêmes qui disent voilà comment on doit avoir l'examen. Vous regardez ça, pour peu qu'ils convainquent 2-3 collègues qu'ils ont raison, pour des raisons qui ne sont pas universitaires, si vous voulez, à un moment donné, on n'est pas copains. Quoi. Je veux dire, ça fait un peu bizarre. Puis, dans tout ça, ça monte. Tout ça, avec cette idée derrière qu'une université, il y a tout dedans. Dans une université, il y a les écoles, les organismes de recherche, etc. Donc, nous, notre système tripartite entre les organismes, les écoles et l'université, tout ça, c'est inefficace. Donc, il faut un modèle, le modèle mondial, tout est dans le machin, tout est dans l'université. Bon, pourquoi pas, après tout. Il y a la culture. Nous, on a l'habitude un peu des fusions d'organisation. C'est pas si simple, quoi, une fusion d'organisation. Donc, ça prend rien. C'est pas si simple. Donc, voilà. Et puis, donc, la loi OR, donc, pour les étudiants. La loi OR, où finalement tout le monde en bénéficie, qui est largement pilotée par le ministère du Travail. Je trouve que je connais bien la députée qui était rapporteure de la loi. Je lui dis, mais ça, donc RNCP, compétences, bloc de compétences, on fait le boulot des DRH, c'est parfait, donc les DRH sont satisfaits de liste de compétences, et n'importe qui peut faire le truc. Et même, vous avez vu, derrière récemment, sur le livre sur Galileo, on vend des RNCP, il y a quelqu'un qui a un RNCP, on le vend à quelqu'un pour qu'il puisse l'exploiter. Super. Donc, voilà, ça c'est la loi OR. Ouais. Voilà, et qui, entre autres, permet à des structures privées, du coup, si elles respectent ce système RNCP, d'avoir accès à l'apprentissage, et je pense, je n'ai pas fait le calcul, mais une bonne partie de la dépense d'apprentissage est partie vers le secteur privé, qui, lui, est très habile pour repérer ces failles dans le système. Et puis, on a élargi le système, j'étais là pour le coup quand on a élargi le système de la CEFDG à la licence. Bon, très bien, donc, résultat des... Voilà, et puis, moi, en général, je l'ai ramené, quoi, parce que je leur ai dit quand même qu'il y avait certains dossiers qui n'étaient pas terribles. J'ai vu que sur la dernière CEFDG, 85 reçus sur 88 candidats. Donc, on ne va pas m'expliquer que c'est un endroit sélectif sur la qualité des diplômes, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, je me suis permis de rabaisser, entre guillemets, des notes d'établissement côté, parce que j'estimais qu'il y avait des difficultés, pas forcément dans le diplôme lui-même, mais dans la gouvernance de l'établissement, ou dans un certain nombre de choses. Voilà, donc... CEFDG qui va être a priori proche du HERS, et voilà. Donc, on a fait rentrer, alors tout ça, les écoles dans les communes, les écoles privées. Donc, vous avez 4 universités, communes, EPE, où vous avez l'école. Donc, vous avez une école qui signe université, machin. Bon, gratuit toujours. Gratuit, c'est-à-dire que j'utilise le nom. Ouais, c'est gratuit.
Voilà. Alors évidemment, pas question d'avoir l'université dans la gouvernance de l'école, pas question qu'on fasse des reversements, quels qu'ils soient, vers l'université. Donc, j'utilise le nom et il se passe rien d'autre. Bon. Très bien, tant mieux. Enfin, moi, je serais à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, voilà. Et puis, alors, on oublie complètement qu'il y a des IUT et des IAE, et le ou la directrice de l'école concernée parle avec le président de l'université, qui n'a pas le temps de parler avec un modeste directeur d'IAE ou modeste directeur d'IUT. Juste lui prendre ses ressources propres quand il y en a un peu trop, mais à part ça, on ne discute pas avec. Donc, évidemment, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a, entre guillemets, votre niveau hiérarchique, qui parle direct avec le président quand il veut, et vous toquez à la porte, pas de news, ça met un peu de tension dans le système. Donc moi, j'arrive au ce moment-là, complètement président du réseau, et ça, j'ai réussi à le faire interrompre. Je suis allé voir tous les présidents d'université, à France Université, tous. Je leur ai dit, voilà le risque que vous prenez à faire ça. Donc je leur ai fait un descriptif. Je suis content qu'après mon passage, pas une de plus. Il y en avait 4 quand je suis arrivé, il y en a toujours 4. Il y en a toujours 4, je leur ai dit. Puis alors, j'ai eu l'impression qu'ils découvraient le monde privé. Ils découvraient, ah bon, machin, mais c'est pas mal d'avoir l'école. Je dis, oui, mais vous payez, enfin, à la limite, vous payez quoi? Est-ce que vous avez parlé avec les gens qui font la même chose avec les mêmes résultats chez vous? Ah ouais, mais ils ont payé des bons chercheurs. Ben non, vous ne pouvez pas les payer, mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a la formation, enfin. Donc, au moins discuter. Discuter, c'est un peu une fusion, même peut-être, pourquoi pas. Moi, je me suis à Bordeaux, avoir envisagé, avoir dit au président de l'université, ben, s'il faut réfléchir à une fusion IAE, Bordeaux École de Management, moi, j'en discute. Je vais voir ce que ça donne, mais au moins, j'en discute. Là, je me place à côté, je suis au conseil de la commune ou de l'EPE, et je déroule mon chef. Donc, en fait, on a fait rentrer, et donc, on a donné tout. On a donné la licence, le grade, on a donné le master. Le doctorat. Le doctorat, il faut être un peu associé. Il n'y a que HEC et le SCP, je pense, qui l'ont en direct. Il faut qu'ils soient dans une école doctorale quand même, et après d'autres peuvent être dans des écoles doctorales. Donc il y a une pression pour les accueillir dans les écoles doctorales, mais ils n'ont pas en direct le doctorat quand même. Mais là aussi, parce que on a expliqué, c'est bon, là. Ça va être ça. HEC en direct, ouais, mais ils sont. Après, c'est compliqué malgré tout. Ils sont pas très visibles. Parce que, comme ça ne rapporte pas d'argent de faire soutenir des thèses, ils n'ont pas de gens qui encadrent. Donc, mais ça leur permet d'être au niveau international. Ben, le SCP est membre de l'école doctorale de Paris, hein, donc je vois bien le truc, pour 0 €. Donc on donne l'accès au doctorat, donc dans le monde entier on dit, bah oui, on est universitaire pour rien. Je veux dire, pour un plat de lentilles. Non, c'est pour un plat de lentilles, quoi. Je veux dire, et personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça. Mais pourquoi c'est des bons étudiants? Je n'ai pas dit que ce n'est pas des bons étudiants, le SCP. Mais c'est une question de gouvernance. Je me suis exprimé récemment sur un point, j'ai dit que c'est un désastre. C'est juste un désastre. Voilà, c'est un désastre de faire comme ça. C'est de l'inexpérience en termes d'organisation, de gestion, etc. Donc aujourd'hui, le résultat, pour en venir après, je sais à ce que vous souhaitez évoquer, vous, sur ce volet. Moi, je pense qu'on est dans une situation où les universités ont fait des efforts, où il y a eu des efforts sur l'entrepreneuriat, sur tout un tas de sujets pour rendre les formations et les personnes plus sensibles à ces sujets-là. Donc, tout ça, c'est très bien. On a fait les efforts sur la professionnalisation. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais on est aujourd'hui dans ce que je considère moi, une réelle distorsion de concurrence sur les formations. Donc, il y a une réelle distorsion. Aux écoles, il leur manque qu'un truc aujourd'hui, c'est le caractère universitaire. Il leur manque que ça. Donc, ils feront tout pour continuer à faire de l'entrisme. Le next step, si on croit à ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Italie ou autre, c'est la création d'universités privées. Ça, c'est le next step qui pourrait arriver. C'est passé en Espagne. D'ailleurs, des écoles de commerce privées sont devenues des universités privées. Ils ont élargi, puis surtout, ils ont élargi à ceux qui rapportent. Ils n'ont pas élargi à un truc qui ne va pas leur apporter d'argent. Donc, on leur a donné cette possibilité. Dans plusieurs pays, il y a des universités privées. Donc, le next step, c'est l'université privée. Ça n'a pas été franchi, puisqu'aujourd'hui, c'est seulement un établissement, une école qui peut avoir ce caractère privé. Donc, on leur a à peu près tout donné, sauf complètement le doctorat. Il faut quand même qu'il y ait des accords locaux. Et ce côté université, à part ceux qui étaient un peu
dans les circuits, parce que qui dit j'accède à l'université, c'est des contrats doctoraux de l'université, c'est des subventions de l'université, c'est-à-dire que l'école privée reçoit les mêmes attributions que n'importe quelle faculté dans le système. Donc voilà, donc évidemment, on en a mis certains dans Parcoursup, mais plein qui ne sont pas dans Parcoursup. Donc Parcoursup, ça donne de la légitimité à ceux qui y sont. Par contre, en Master 1, on les a pas mis, donc ça crée une distorsion. Personne ne s'est posé la question public-privé sur Parcoursup et trouver mon master. Je pense que le problème de Parcoursup et de trouver mon master est beaucoup plus un problème public-privé qu'un problème, ça marche pas bien, ça loue. On a 900 000 étudiants à louer tous les ans, qu'on m'explique ce qu'il y a de mieux à faire. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est pour mettre sur un pied d'égalité avec des systèmes de sélection comme ça, enfin des systèmes de recrutement, des structures qui sont dans leur façon de fonctionner, à l'opposé. Voilà, donc pourquoi on les met, pourquoi on les met pas, et tout ça serait à discuter avec les intéressés, mais on ne nous a jamais posé la question. C'était problématique que des écoles privées de gestion rentrent sur Parcoursup. Et jamais on nous l'a demandé. Bon, ça veut dire que sciemment, on leur file Parcoursup. Voilà, donc le débat après sur trouver mon master. Trouver mon master, ils ont moins envie d'y aller parce que plus ils peuvent en amont récupérer les étudiants, bon, ça les arrange pas le calendrier de trouver mon master, donc ils revendiquent pas trouver mon master. Voilà. Et puis, il y en a qui sont assez astucieux, toujours dans le privé, c'est-à-dire qu'ils ont dit, Parcoursup, c'est vraiment une usine à gaz, nous, on vous prend, hors Parcoursup, venez. Donc l'accès aux formations, donc là, c'est le sujet de l'accès aux formations, pose problème aujourd'hui. Pas parce qu'il y a Parcoursup pour trouver mon master, c'est par qui il y a accès. Beaucoup plus que, les gens qui disent qu'il faut éliminer Parcoursup, c'est débile, quoi. Je veux dire, c'est comme il faut éliminer l'HES. Si on l'élimine, il faut un autre système qui fait la même chose, qui alloue les gens, si on se souvient, moi je faisais la queue devant le secrétariat en espérant que ça ferme pas. Je faisais 2 heures de queue et je pouvais le faire 2 fois parce que j'avais pas le temps de faire 10 universités. Moi je trouve que c'est mieux de pouvoir présenter des dossiers dans plusieurs universités. Enfin, qui peut imaginer que c'est mauvais? Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la démagogie absolue. Et puis bon, je l'ai déjà dit, l'apprentissage, les RNCP. Donc en plus, et c'est le dernier truc qu'on leur a donné, avant il fallait vraiment que les gens fassent un effort pour payer. Aujourd'hui, ils payent même plus. Donc, il reste plus rien, quoi. Je veux dire, c'est tous les attributs qu'on avait qui pouvaient nous donner un peu de différenciation pour positionner les formations avec des vrais avantages par rapport à d'autres. Tout ça a disparu. Voilà. Donc, résultat des courses aujourd'hui, vous avez sur 3 millions d'étudiants, vous avez 750 000 étudiants dans le privé, donc à peu près 25%, 26%, et ce qui est pour la gestion, je pense qu'on est à aujourd'hui plus d'étudiants dans le secteur privé que dans le secteur public. Voilà, on a basculé de ce côté-là. Face à ça, bon, doyen, je vais le dire, mais pour moi, face à ça, il faut un système un peu équivalent d'école interne en face, si on veut se donner une chance de résister. Ou alors on résiste pas. Ou alors on dit, c'est pas notre sujet, on fait comme on a envie de faire, on fait quelques masters sympas qui tournent bien, mais notre sujet n'est pas là et on accepte que les gens partent vers les écoles. C'est peut-être une stratégie de l'université. Vous voyez de la suite, là, c'est peut-être une stratégie de l'université. C'est peut-être une stratégie du gouvernement que d'envoyer les gens vers le privé. Et je pense que dans certaines universités, des présidents se disent ouais, la gestion, c'est un peu comme le sport et la musique au lycée, c'est pas très sérieux. Donc on va laisser ça au privé, c'est très très bien. Moi j'ai eu des présidents d'université, notamment à Bordeaux, qui revendiquaient que leurs enfants aillent dans le privé, parfois même de pas très bonnes écoles privées. Tout le monde s'en dit ça. Bon, mes enfants ils sont allés à l'université, ils sont pas question qu'ils aillent ailleurs. Et quand ils m'ont dit je pars prépa, je dis si tu fais une prépa, tu es dans les 3 premiers, je veux bien payer pour les 3 premiers, il est hors de question que je débourse un centime au-delà, parce que tu as aussi bien dans l'université, ou dans un bon master, ou dans un IAE, évidemment. Donc ça. Et je peux vous dire que j'ai une famille assez importante, avec plein de neveux et de nièces, qui n'ont pas écouté le tonton et qui sont allés dans des écoles, on va dire, ils m'ont dit, mais t'avais raison, tonton. Je dis, ouais, mais bon, non, t'as vu. Et mon frère ou ma soeur me disant, j'ai bien regretté les 10 000 euros ou les 8 000 euros que j'ai dû payer pour faire plaisir. Moi, je dis, non, mais bon, non, un sujet dont on ne parle pas à Noël. Vous savez, comme ça, au moins, il n'y a pas de tension. Alors, pour conclure, j'ai passé trop de temps déjà, excusez-moi, mais c'est bon, je ne vais pas trop déborder. Pour conclure, quelle perspective par rapport à tout ça? Quelle perspective? Bon, un constat qui est clair,
pour moi, que j'ai vécu à la CEFDG en interrogeant les personnes, donc des étudiants d'école, c'est que la formation devient une commodity, une marchandise. Ça, c'est un constat. Et je vais vous dire très concrètement comment je m'en suis aperçu. C'est que un jour, j'interroge avec une collègue de la CEFDG, une étudiante, et elle me dit bon, ben voilà, j'ai choisi cette école, etc. Mais je pouvais être pris aussi à celle-là. Et là, elle me donne le nom, bien plus haut que celle où on était. Je dis ah bon, pourquoi vous avez choisi ici? Parce que votre école. Elle me dit oui, je sais, mais bon, je suis pas très travailleuse. J'ai été bien accueillie. Vous avez vu là où on est, c'est top, il y a un rooftop génial. Donc je suis venu ici. Alors là, je reste 2 minutes et je bien entendu ce que je viens d'entendre. Donc peu importe les profs, peu importe les cours, voilà, on m'a bien accueilli, on m'a répondu rapidement, le ton était très bien, donc c'est plus de marchandise. C'est l'expérience. Voilà. L'expérience comme l'expérience client. Voilà, exactement. C'est le même truc. Voilà. Donc, voilà. Ça c'est une réalité. Donc, dire qu'on ne s'occupe pas de vie étudiante, d'expérience étudiante, je pense que c'est une erreur. Qu'on ne le pousse pas au point du rooftop et du machin. Je veux dire, moi, j'ai eu un fils qui termine, qui a passé 4 ans avec des potes de son lycée, c'est les concours de rooftop, t'as vu, moi, je suis au bar, machin. C'est ça, hein, enfin, je veux dire, c'est ça, hein, enfin, je veux dire, c'est une réalité, hein, je veux dire, les gens, ils disent, moi, je suis à la fac, il y a la peinture qui tombe du plafond, machin, etc. Vous voulez dire quoi? Dire, ouais, non, mais écoute, ce que tu fais là, c'est quand même vachement mieux. Au moins, les gamins, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Donc, je pense qu'on a fait des efforts aussi sur la vie étudiante et l'expérience étudiante à l'université, mais c'est un levier. Croire qu'on fait ça à minima, comme quand on y pense avec une cote budget, c'est une erreur, je pense, importante. Ensuite, je dirais que pour une grande partie je pense, voilà, pour ça je vais me faire critiquer, mais bon, ce qu'on vous dit, si vous avez des réactions négatives sur votre chaîne à l'université, je veux dire, le secteur privé, pour notamment des raisons économiques et de marge, est moins disant sur les nombres d'heures et sur le coût de la formation. Je vais vous dire très clairement, une licence en école privée, c'est entre 1000 et 1100 heures, parfois moins. Je me suis élevé comme ça. Là où un programme de licence, c'est 1500 heures. Donc il y a un tiers d'heure en moins. Alors, donc on peut dire que c'est pas si grave, qu'on a trop d'heures, etc. Mais ça, c'est un point. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens, ils vont vous dire après, c'est la même chose. Si vous avez un bachelor d'école ou une licence de universitaire, c'est la même chose. Un jour, j'ai osé dire que c'était pas tout à fait la même chose. Je me suis fait incendier, comme jamais, en disant non, mais. Alors, évidemment, tout le monde, sans que je dise ça, a interprété ça, que j'avais dit c'est des nuls. Je dis non. C'est de la professionnalisation, c'est des types IUT, types bachelor professionnels, qui se disent, on leur donne le grade de licence, c'est pour rentrer en master. Bah non, il y a quelqu'un qui se dit, je vais rentrer en master finance. Bon, master finance, je connais, tu as fait 20 heures d'économie pendant tes 3 ans dans ton bachelor, bah non, je te prends même pas. Les IAE ont un test score pour ajouter un peu d'éléments dans le dossier. Un bachelor a entre 130 et 150 points au score. Là où un étudiant de licence universitaire a 250 points sur culture générale, sur raisonnement logique, etc. C'est factuel, hein, nous on a tous les chiffres. Hein, je veux dire, voilà, donc c'est moins de 10 ans. Le programme de quelqu'un, c'est 3 jours au mieux de cours, 1 jour d'assos, 1 jour de sport, 1 jour pour se remettre des bringues, etc. Donc par semaine. Par semaine. Voilà, donc après, si on me dit qu'à la fin c'est la même chose et qu'on fait croire à tout le monde et aux parents, et qu'on va par les parents que c'est la même chose, ben non, c'est pas la même chose. Donc voilà, il y a beaucoup d'endroits, voilà. Et moi, je me demande aujourd'hui, pour la suite, est-ce que c'est encore une valeur que d'être exigeant, que de dire que chez nous ça va être dur, que de promettre un peu de sang et des larmes en disant si vous bossez pas, ça va pas le faire, de mettre des notes minimum parce que si tu as 6 à une discipline, tu peux pas avoir un master parce que tu as 6 là et tu maîtrises pas cette compétence. Ouais, tout ça, je me demande si aujourd'hui, moi personnellement, comme je suis plutôt vers la fin, je résiste à ça et tant que je m'occuperai de trucs, je ferai comme ça. Mais je suis loin d'être convaincu que je ne me tire pas une balle dans le pied en termes d'attractivité, etc. C'est-à-dire l'exigence. Alors, il me semble qu'il y a un substrat de gens qui sont quand même plutôt dans cette optique-là, mais je ne suis pas sûr que nous sommes ce soit un...
je suis pas sûr que ce soit suffisant à terme. Vous voyez, je pense qu'il y a ce discours-là, je l'ai tenu dans pas mal d'endroits. Je pense qu'il a une portée. Il y a des gens qui sont attachés à l'université, qui pensent que c'est sérieux, qui pensent qu'il faut être exigeant, etc. Mais je dis simplement que je crains que force une majorité soit dans le moins-disant, je fais ça cool, j'ai pas de stress, on attendra plus tard, machin, etc. Nous, c'est vrai qu'on revendique quand même un peu avec des alternants sur des missions un peu dures, on revendique un peu des situations un peu de stress, on revendique ça parce qu'on estime que c'est aussi les former à la vie active. Les gens vont débouler dans les entreprises, ils n'auront jamais connu que tranquillou, machin, etc. Je suis pas certain qu'on leur rende bien service en faisant comme ça. Mais oui, je suis vraiment entre deux, je sais pas trop si c'est encore une valeur que de dire d'être exigeant, etc. Donc, ça c'est pas un débat ou une discussion. Pour ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Deuxième problème qu'on va avoir, on donne des bac+5 à tour de bras. Il y avait un article dans Le Monde il n'y a pas si longtemps sur lequel j'ai réagi en disant pléthore d'élites, ils ne trouvent pas du boulot. J'ai dit non, il n'y a pas pléthore d'élites, il y a pléthore de bac+5, très loin d'être des élites, et les boîtes commencent à se rendre compte qu'elles ont de bac+5 que le nom, donc elles n'ont pas de poste à offrir, donc elles font du bac+3. Elles offrent du bac+3 à des gens qui ont bac+5, ou elles se rendent compte que les gens ne sont pas très très bons. Donc, quand vous dites aux gens, t'as un bac+5, moi je veux dire, c'est encore une expérience familiale, il y a pas un tonton, pas un neveu direct, mais un petit cousin qui me dit, je comprends pas, j'ai un master machin, je dis, mais envoie-moi mon master déjà, d'une chambre de commerce. Elle dit, je comprends pas, c'est bac+5. Oui, sur le papier, mais en fait non, c'est pas bac+5, et je peux pas avoir mieux qu'un poste de caissière dans le magasin du coin. Ben oui, je te l'avais dit, je crois. Et oui, on sentait toute la frustration qu'il y avait là-dedans. Donc on fait une génération de gens frustrés, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que si on se rappelle un peu les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de gens frustrés qui n'étaient pas forcément des gens en très grande difficulté. Je suis inquiet parce qu'on est en train de faire beaucoup de gens comme ça qui vont être frustrés parce que les entreprises n'absorberont pas tout ça et faire croire qu'on est une élite parce qu'on a un bac+5, c'est une tromperie, quoi. Je veux dire, très clairement, c'est une tromperie pour les concerner eux-mêmes. Il y a quelques étudiants, finalement, au sortir de ça, un peu lucides, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas appris grand-chose, qu'ils n'ont pas ouvert un bouquin. Enfin, moi, c'est des expériences. Alors, j'ai pas fait une étude sociologique poussée, mais je peux vous dire, j'ai croisé, dans ma génération de parents, aujourd'hui, j'ai plein de gens, quand je parle avec les jeunes, alors toi, t'es où, t'as fait quoi, comment ça s'est passé? Moi, j'ai des gens très sincères, ils me disent, tu sais, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas ouvert un bouquin, j'ai quand même eu mon truc, j'ai passé 3 repêches pour avoir mon examen. Ok, donc il se dit, bon, ben on verra, enfin, je fais ça comme ça, c'était cool. Puis bon, comme il y a quand même plutôt pénurie de main-d'œuvre encore, le chômage est quand même assez bas. Pour des gens diplômés, on est quand même au taux naturel, on est à 4%. Diplômés, même d'une truc pas terrible, on est à 4-5% de taux de chômage. Donc, globalement, les entreprises sont plutôt en pénurie de main-d'œuvre. Le jour où ça sera plus le cas, ça sera plus compliqué. Et tant qu'on est là, moi je vous dis, je parlais avec beaucoup de DRH, ils vous disent, oui, on sait, enfin on le voit, on voit, les gens ne sont pas très très bons. Mais bon, on les récupère et puis on se dit qu'on va les former. Et donc c'est cette idée que, bon, ils sont là, c'est au moins bac+5 et on va les former nous. Donc ça veut dire formation des entreprises, université d'entreprise, machin, etc. Ils appellent ça université d'entreprise. Donc voilà, et les entreprises donc le voient, le livre The Cube là sur Galiléo vient un peu concrétiser tout ça, et des choses qu'on connaît depuis 4-5 ans, enfin bon, je vois depuis 4-5 ans. Voilà. Dernière question sur l'État, ce que peut faire l'État. Moi, j'ai pris mon parti de dire l'État peut considérer qu'il n'a pas les moyens de former tous ces gens qui veulent tous faire l'université. Je l'ai vu dans plein de pays. Voilà, c'est un choix, donc, une partie soit prise en charge par le privé. Moi, honnêtement, je n'ai rien à redire. Il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Parce que on veut quand même que beaucoup de monde soit formé. Et que, voilà, y a pas de... Donc, je ne suis pas sur l'idée, il ne faut pas d'écoles privées, il faut les fermer, etc. Par contre, est-ce que l'État a une stratégie pour dire, est-ce qu'on fait du public la tête de gondole? Voilà, donc dans des grandes nations, c'est la tête de gondole, le public, et on sélectionne, on ne prend pas tout le monde, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, la communauté ne peut pas faire l'effort pour tout le monde. Par contre, on prend des gens, donc, méritants, sérieux, qui bossent, et on demande à la communauté de faire un effort financier. Voilà, donc ça. Est-ce que c'est ça? Et du coup, le privé, ça vient après, quoi. Enfin, le privé, ça vient après. C'est organisable. Il n'y a pas de raison que les classes prépa soient réservées aux écoles. On ouvre les recrutements, et puis on a une stratégie. Moi, en tout cas, ça a été
ce que j'ai tenté de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire on est le premier choix, à part une ou deux écoles qui sont là, mais on est le premier choix de la part des étudiants. Et puis si jamais ils veulent rester dans cette ville ou ils veulent pas aller dans une université peut-être moins réputée, ben, ils prennent l'école privée qui est un peu mieux, qui est à côté. Mais c'est dans cet ordre-là qu'on le fait. Donc ça, est-ce que c'est ça? Et je crains que malheureusement non. Je crains qu'on laisse se développer les choses. Donc je vous dis, avec l'alternance et l'apprentissage, on a laissé faire. Enfin, on a laissé faire généraliser. Il a fallu tous ces énervements pour qu'on se dise le label privé, le label machin, etc. Donc sans trop qu'on sache vraiment. On voit avec l'inconstance avec laquelle ça a été traité. C'est un sujet très très dur à aborder par les autorités. Enfin, c'est quoi ce label, machin, CFDG? Parce que du coup, ça ne concernerait plus que la gestion, ça irait plus loin. Tout le monde va s'en mêler. Ça va être une pagaille, à mon avis, monstre. Donc, mais on voit bien, donc on voit bien qu'ils sont pas à l'aise avec ça. Et moi, ma crainte, et je le dis, et ça m'est reproché, hein, c'est de dire que, ben, je suis désolé, en laissant faire, à l'insu de leur plein gré, ces gens-là permettent le développement du privé et en le positionnant en premier plan, en le positionnant en tête de gondole. Bon, ça, je trouve que, et j'ai pas croisé un seul des responsables qui se disent non. Alors, officiellement, on vous dit ouais, non, nous, l'excellence du public, le machin, donc vous avez le discours, vous l'avez, hein, ça, y a pas de sujet. Mais dans les faits, non, on fait tout pour, je dirais pratiquement, dérouler un tapis rouge au privé. Après moi, mais qu'on nous le dise, les collègues, ils feront avec. Je veux dire, c'est le degré d'implication des gens, il s'ajustera en fonction, quoi, si vous voulez. C'est moi le premier, hein, je veux dire, moi je veux bien faire des efforts, y passer beaucoup de temps, bien au-delà de ce que je suis payé, mais au moins on me donne une ambition qui soit un peu une ambition high level. Hein, moi j'ai pas fait ça pour être, parce que sinon c'est quoi? Ben, c'est voiture balai, ben, tous ceux que le pauvre qui n'a pas pu se payer son école privée, il va à l'université, parce que non, moi j'ai pas envie que les gens y viennent, parce que ils n'ont pas pu se payer une école, ou qu'il n'y avait plus de place, ou j'en sais rien. Moi, je veux que les gens y viennent parce qu'ils ont choisi l'université, ils ont encore un peu cette idée d'exigence, ils ont encore un peu cette idée de travail, et c'est ça qui les drive, et nous, on les accueille dans cette optique-là. Et donc l'enjeu, et je pense que maintenant, peut-être que le sujet sera plus traité, parce que le droit est touché de façon petit à petit significative. Hein. Les études de santé sur certains aides-soignants, etc., qui étaient est touché également. Donc peut-être que si les grosses disciplines très installées et avec beaucoup de pouvoir dans les instances universitaires se rendent compte que voilà, et le choix sera le même. Hein. Vous préférez quoi? Vous préférez dérouler le tapis rouge au privé, et ils s'organiseront et ils seront tête de gondole, hein, je peux vous dire. Soit on dit non. Oui, il y a le privé, mais on a la même, parce que c'est quand même le ministère de l'enseignement supérieur qui s'occupe des formations, y compris du privé. Donc, on a la même. Donc, les formations d'excellence, c'est les formations publiques. Après, on fait le choix de laisser baisser dans cet ordre-là. Et on a un système de sélection, on a un Parcoursup, quelque chose qui fait ce travail-là. C'est jamais parfait, mais du mieux possible. En fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé sur la gestion a préfiguré, de mon point de vue, ce qui va se passer globalement. Il y a toute une base de discipline, et c'est pour ça que le next step, c'est l'université privée. Hein. Donc, toute une base de discipline qui va dire ça, le privé peut très bien le faire et gagnera des sous à le faire, mais j'ai pas envie que ces universités privées, je vais le dire comme ça, comme dans tous les pays sous-développés, deviennent la tête de gondole. Parce que partout où le privé est la tête de gondole, c'est tous des pays sous-développés. Voilà ce que je voulais dire sur ma position, enfin ma compréhension de ce sujet, de la formation effectivement universitaire, au-delà simplement des sciences de gestion et du management.